et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Audrey, la chasse à l'homme se poursuit pour tenter de retrouver cet individu qui est accusé maintenant d'avoir tué son fils. Oui, voilà. Recherches se sont poursuivies pour une 3e journée hier pour retrouver Philippe Benoît, 41 ans, soupçonné d'avoir tué son fils dimanche à Shawinigan. Les policiers qui étaient présents toujours dans la municipalité de Lac-aux-Sables où le véhicule du suspect avait été retrouvé. Et là, on parlait de plusieurs équipements, l'hélicoptère, quad, bateau qui étaient mobilisés dans le but de le retrouver. Et là, le DPCP, effectivement, hier, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a lancé un mandat d'arrestation contre le fugitif et qui l'ont officiellement accusé, en fait, de meurtre. Et les autorités qui demandent aussi au public de ne pas l'approcher si on le voit. On dit qu'il est possiblement en état de crise. Il n'avait pas mangé, n'avait pas dormi depuis plusieurs jours avant le drame. Et on dit aussi qu'il peut être capable de survivre en forêt pendant plusieurs jours. Il avait l'habitude de disparaître pendant de longues périodes en forêt avant d'être retrouvé. La dernière fois qu'on l'a vu, la dernière trace connue de la part de la Sûreté du Québec, c'est dimanche quand il avait pris la fuite après avoir poignardé son fils. Et là, sa santé se détériorait dans les derniers jours. Il avait des propos délirants. Donc, c'est inquiétant. Si vous le voyez, ne l'approchez pas, mais plutôt appelez le 911. On va avoir Roger Ferland un peu plus tard qui va nous amener un peu dans les coulisses de ce genre de traque-là. Parce que, est-ce que les policiers recherchent encore un suspect même vivant à l'heure où on se parle? Est-ce que plus les jours passent, plus ses chances de survie diminuent? J'ai accroché aussi sur le fait que tu disais, à plusieurs reprises, il disparaissait comme ça. Il partait en forêt. Tant qu'à moi, je rajoute ça, disons, sur la liste de drapeaux rouges de cette histoire-là. Lorsqu'on dit, par exemple, dans les jours précédant le meurtre, dans les 4-5 jours précédant le meurtre, n'aurait pas dormi, n'aurait pas mangé, avait arrêté de prendre ses médicaments, puis là, mettait ça sur la pile, sur le fait qu'il pensait qu'il était épié par les francs-maçons, par l'Organisation mondiale de la santé, qui pensait qu'il y avait effectivement une puce à l'intérieur du cerveau qui était à l'origine de tous ces problèmes. Le questionnement que je continue d'avoir ce matin en lien avec ça, c'est il y en a combien des bombes à retardement comme ça dans la société? Des gens qui passent un peu entre les mailles du filet, n'ont peut-être pas le suivi adéquat, arrêtent de prendre leur médication, et on connaît la suite. Dans ce cas-ci, c'est un jeune qui était promis à un brillant avenir, qui a été assassiné, et c'est une famille qui est complètement démolie. Moi, j'ai encore en tête les propos de la mère. Qui vit un vrai cauchemar, qui vit l'enfer depuis la fin de semaine. Un dénouement dans cette histoire du meurtre de Daniel Langlois et sa conjointe. Les suspects ont été enfin reconnus coupables. Ouais, Daniel Langlois, fondateur de Softimage, qu'il avait vendu à Microsoft. Il possédait un complexe hôtelier en Dominique. Le couple avait été retrouvé mort dans un véhicule incendié sur l'île de la Dominique en décembre 2023. Les deux hommes, donc, accusés des meurtres de Daniel Langlois et de sa conjointe Dominique Marchand, ont été reconnus coupables officiellement. Il s'agit de Jonathan Lehrer et Robert Snyder Jr. Ils étaient accusés d'avoir orchestré les meurtres en raison d'une dispute de voisinage. Là, ça concernait l'utilisation d'une route publique qui traversait le terrain. Et là, le couple de Daniel Langlois et sa conjointe avait obtenu gain de cause en cours. Bref, grosse chicane de voisinage qui a dégénéré. Et voilà que les deux hommes ont été formellement reconnus coupables. Mais puisqu'on reste dans les affaires judiciaires, moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué dans l'actualité ce matin. C'est la une du journal à propos de cet ancien enseignant, de Laval, qui, par grandeur d'âme, comprendrez le cynisme ici, des fois pour être bien clair, avait hébergé chez lui une adolescente. Et il l'a essentiellement exploitée sexuellement, une adolescente vulnérable. Les faits se sont produits il y a 20 ans. Le gars a 62 ans maintenant. Lui, c'était son professeur d'écologie au tournant des années 2000, peut-on lire dans le journal. Lui, il était à l'école secondaire Curie-Antoine-Labelle, à l'école primaire, et à l'école primaire Ville-Mère à Laval. C'est là qu'il a sévi, là. Alors, cet ado-là le considérait à l'époque comme un enseignant bienveillant, un modèle. Voyez le genre? Après ça, l'ado change d'école, abandonne ses études, recroise par hasard le chemin de Durocher, on va le nommer, François Durocher. Ce bon actif pour la société.
Et là, recroise son chemin, puis là, il se présente comme un sauveur. Lui dit, regarde, je te propose d'habiter chez moi, mais à condition que tu retournes à l'école. Le bon samaritain. Okay. Le problème, c'est que rapidement, il l'a agressé. À répétition. Puis après ça, il l'a tellement manipulé qu'à un moment donné, l'ado se pensait pratiquement en couple avec lui. Par la suite, il l'a même forcé à avorter. Et je vous en parle aujourd'hui parce que, imaginez, le gars va purger sa peine à la maison. Une bonne peine Netflix pour un abuseur d'adolescente. Et je vais vous lire juste un extrait, parce que la victime a écrit une lettre au tribunal. Elle dit, j'ai vécu des promesses, des mensonges, de la manipulation qui m'ont plongé dans un gouffre de confusion si profond que j'ai passé des années à douter de mon propre jugement. Et savez-vous ce qui m'écoeure dans cette histoire-là, au-delà des faits là, qui sont répugnants? Okay. Parce que la victime, aujourd'hui, épuisement psychologique, physique, tu sais, je veux dire, elle a les séquelles de ça. Là. Durocher, lui, il s'adresse pas au tribunal. Non. Et là, c'est une sentence qui a été proposée par la défense et la couronne. Et là, moi, c'est ça qui passe pas. La défense, à la limite, il défend son client. La couronne. Une peine Netflix. Sincèrement, c'est ce que vous proposez à un abuseur d'adolescente. Puis, il n'y a pas juste moi qui est en train de tilter par rapport à ça. Il y a le juge aussi. Et je vais vous le citer. La suggestion qui m'est faite se trouve au bas de l'échelle. Surtout, compte tenu du fait qu'il y a une relation de confiance, un abus d'autorité. Quand la couronne qui poursuit, suggère pour un abuseur de petite fille une peine Netflix, on a un Christi de problème dans notre système de justice. À la limite, la défense, je peux comprendre, parce qu'il défend l'intérêt de son client, même si c'est des charognes. La couronne, une peine Netflix, sincèrement, vous faites partie du problème. Je suis sincèrement désolé. Alors, le bon Durocher, lui, va demeurer confortablement installé dans son condo de Toronto pour les 10 prochains mois. Après ça, il va avoir un couvre-feu pour les 14 mois suivants et il va être inscrit au registre des délinquants sexuels qu'on peut pas à moitié consulter pendant les 20 prochaines années. C'est ça la petite tape ses doigts qu'il y a pour avoir scrappé la vie d'une jeune femme. C'est ça le système de justice au Québec puis au Canada. C'est beau, hein? Ça m'écoeure. Profondément. Moi, je vous dis, j'ai lu cet article-là ce matin dans le journal, je n'en revenais pas. Que la couronne cautionne ça. Inacceptable. Inacceptable. Audrey, parlant de trucs inacceptables, la fameuse paperasse, ça aussi, ça me fait faire de la haute pression. Mais là, Québec s'attaque à la paperasse inutile. Oui, de plus en plus, en fait, le gouvernement Fréchette qui lance une opération d'allègement réglementaire en environnement. On va alléger près de 400 exigences administratives qui visent des projets, dit-on, à faible risque environnemental. Ce qu'on veut, c'est réduire les délais d'autorisation pour réaliser les projets plus rapidement. C'est la ministre Pascale Derry qui en a fait l'annonce, qui en a parlé. Elle prévoit des économies de plus de 120 millions de dollars par année et elle dit vraiment là que les activités sont à risque modéré et demeureront assujetties quand même à une autorisation ministérielle. Elle donnait l'exemple de raccorder des tuyaux simplement comme ça, pas besoin d'autorisation. T'sais, on peut-tu aller au plus rapidement quand on sait qu'on peut le faire puis que c'est dans l'ordre des choses puis que justement pour accélérer les travaux puis réduire aussi les factures? C'est un pas dans la bonne direction, mais est-ce qu'on peut faire ça dans tous les ministères, s'il vous plaît? Tant au provincial qu'au fédéral. Non, mais imaginez, là, ça c'est un exemple. Là. Mais imaginez à quel point c'est gangréné par la paperasse puis des couches de bureaucratie partout. C'est fascinant. Alors oui, ça, je ne peux qu'applaudir ça. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Santé Québec veut réduire les délais d'attente en chirurgie. Enfin. Ouais. L'objectif, c'est de ramener à 1500 d'ici le printemps prochain le nombre de patients qui attendent pour une opération depuis plus d'1 an. Et là, pour y arriver, Santé Québec mise sur une meilleure utilisation des salles d'opération. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est transférer des patients vers d'autres hôpitaux.
Recours aux cliniques privées aussi ne devrait concerner qu'environ 300 patients. Ça avait été critiqué, cette proposition-là, là, mais bon, à peu près, on pourrait d'avoir recours justement aux cliniques privées. On prévoit aussi investir 100 millions de dollars pour réaliser 20 000 chirurgies supplémentaires et réduire les listes d'attente. Parce que souvent, les médecins sont disponibles, mais les salles ne le sont pas, ou il manque d'effectifs aussi autres, là, que ce soit les anesthésistes, que ce soit tous les autres personnels autour, ce qui fait qu'il y a des salles de chirurgie qui sont inoccupées. Mais ça, c'est aussi un exemple de ce qui doit être fait dans le réseau de la santé. C'est-à-dire que, présentement, la solution, puis vous l'avez peut-être vécu, moi je l'ai vécu, mettons, tu n'es pas capable de voir un médecin. Ben, la solution, c'est qu'il faut que tu payes à 2 places. Hein, tu payes tes impôts, qui, je vous rappelle, la moitié de ce que vous envoyez. En fait, je reprends mon histoire du début. On est à peu près 15% à payer 70-75% de tous les impôts au Québec, OK? Puis la moitié de tous les impôts qu'on envoie au Québec va au réseau de la santé. Vous me suivez jusqu'à maintenant. Ensuite. Mais là, vous n'êtes pas capable de voir un médecin. Fait que qu'est-ce que vous faites quand vous avez les moyens de le faire? Ben, paye 2 fois le cave. Après ça, tu t'en vas au privé et tu repayes encore une fois. C'était ça l'espèce de solution présentement au Québec. Or, il faut être beaucoup plus créatif. On comprend que les délais d'attente pour une chirurgie varient d'une région à l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessaire c'est pas nécessairement que moi, à Montréal, j'aille me faire opérer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas ça. Mais des fois, dans des régions limitrophes, là, tu sais, tu peux jouer un petit peu à ça. Puis, tu sais, alors, enfin, Santé Québec, qui ont des très beaux bureaux d'ailleurs, on a l'impression que là, on est en train d'accomplir quelque chose. Là. Moi, je reste quand même de ceux qui demeurent à être éblouis par Santé Québec. Je suis très prudent en ce qui concerne vraiment mes attentes en lien avec ça. J'ai pas été ébloui jusqu'à maintenant. Là, enfin, là, j'ai comme une espèce de petite lueur d'espoir avec ce que tu me dis, Audrey. Qu'en est-il de l'avancement là, du chantier Atwater? Parce qu'on demande beaucoup aux Montréalais cet été de faire attention à leur consommation d'eau. On en a pour combien de temps encore? C'est une grosse conduite, en fait, qu'on est en train de revoir là sur l'avenue Atwater. Et évidemment, ça cause beaucoup de maux de tête aux automobilistes. C'est un grand chantier. Mais là, il pourrait se prolonger jusqu'en septembre. On parlait peut-être le terminer début août, fin août. Là, on parle de peut-être en septembre. C'est qu'on remplace cette grosse conduite d'eau. 4e et dernière phase des travaux qui devraient commencer lundi, là, au retour des vacances de la construction. Des travaux qui se font entre le boulevard René-Lévesque-Ouest et la rue Notre-Dame. Il faut remplacer encore 4 des 8 tuyaux de la conduite qui datent du milieu des années 80. Donc, quelques semaines de plus pour le chantier. Mais grosso modo, ce qu'on disait, c'est qu'on respectait quand même les délais là, et les coûts. Parce que les maux de tête se transforment en migraine ophtalmique. Là. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est en même temps. C'est parce que c'est beaucoup de travaux en même temps, oui. beaucoup de gros chantiers en même temps. Ça. L'échangeur Saint-Pierre qui va débuter aussi, on ne sait pas quand, mais éventuellement ça va être le cas. Fait que ça fait quelques années qu'on vit le bordel. C'est comme si là on voit une autre étape au bordel. C'est ça. Et c'est un bordel éternel à Montréal. En même temps, on veut-tu un autre geyser? Peut-être pas. C'est une autre affaire. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Un petit mot aussi, Audrey, sur les incendies de forêt. Il y a toute la situation en Espagne, en France aussi, la France qui est sur le qui-vive. Oui, parce que on parlait de cette chaleur depuis le début de la semaine qui allait revenir. Ben, c'est aujourd'hui que ça va s'installer, là. Et là, on craint une reprise des incendies en Gironde, dans le sud-ouest du pays. On dit que la météo, là, pourrait atteindre des températures de 41 degrés. On dit que pour le moment, le foyer principal est toujours contenu. Il n'a pas progressé non plus pendant la nuit, mais là, la chaleur, les vents menacent d'aggraver la situation. Hier, on a procédé à 2000, je pense, nouvelles évacuations, 4000 nouvelles évacuations de plus. C'est quand même le plus gros incendie de forêt à ravager la France depuis 1949. À Madrid aussi, on craint le retour avec la chaleur, mais hier, ça se passait bien quand même. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont pu regagner leur domicile et tout s'est bien passé. Scène culturelle, Isabelle, Radio-Canada qui garde les coûts associés à l'Eurovision secret. Oui, parce qu'on sait que Mark Carney a cette volonté qu'en 2027, l'année prochaine, pour l'Eurovision qui va se dérouler en Bulgarie, que le Canada participe, mais c'est CBC Radio-Canada qui décide d'aller de l'avant ou pas. C'est avec la presse canadienne, ils ont fait l'accès à l'information, cette fameuse loi-là, ils ont essayé d'avoir des chiffres parce qu'on ne le sait pas. Eux autres, ils disent oui, mais c'est confidentiel, c'est important de garder ces chiffres-là secrets, puis nous, on se dit, ben OK, mais on paye pour ça. Donc, ce qu'ils ont réussi à obtenir avec ça,
Le Portugal a investi à peu près 400 000 $ pour sa participation, alors qu'Israël, 1,5 million. OK, donc c'est très inégal. C'est très inégal d'un pays à l'autre. On sait que, par exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni ont payé des frais plus élevés. Juste pour la participation, là, les frais de participation, Macédoine du Nord, 64 000 $ en 2022. L'Allemagne, on était à un peu moins de 800 000 en 2023. C'est quand même des chiffres importants. L'autre affaire aussi qui fait sourciller, c'est très politique. Très, très politique. Ce qui fait que ça pourrait amener Radio-Canada à devoir prendre des positions et faire des déclarations politiques. Ça, c'est une autre affaire qui pourrait y avoir. C'est pas caché. On l'a vu, entre autres, avec Israël. La guerre, on le vu avec la Russie. À chaque fois, il y a des pays, tu sais, on parle du soccer puis des espèces de lui participe pas. Puis oui, c'est ça. Là. Ben qui là, on exclut, qui on admet. L'Eurovision, il y a cet aspect-là qui est très, très présent aussi. Donc, le Canada, on va se positionner de quelle façon? On dit, bon, c'est les Canadiens qui vont décider la personne qui va représenter le Canada, mais tout ça dans un flou. Mais il semblerait que les pays, en général, n'ont pas l'obligation de divulguer les frais. C'est juste que comme on n'a pas accès à toute l'information, comme il y a des inégalités d'un pays à l'autre, c'est sûr qu'il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Est-ce que c'est vraiment pertinent qu'on investisse pour être sur cette scène-là? C'est une question.